Cet été a été marqué par de nombreuses actualités, et parmi elles, une info toute choupi qui a ému nos petits cœurs, la naissance d'un bébé panda aux eaux de Beauval. Oh, il est trop chou, il est tout petit. Mais, attendez, oui, c'est trop mignon, mais pourquoi on en fait tout un plat quand il y a une naissance de bébé panda ? Bon, faisons le portrait rapide de notre gros nounours. Le panda géant, ou Heliuropoda melanoleuca de son petit nom scientifique, est un mammifère de la famille des ursidés, comme l'ours brun par exemple. Il est endémique de la Chine, c'est-à-dire qu'on ne peut le trouver à l'état sauvage que dans ce pays, et c'est une espèce qui risque de disparaître. La Chine met un point d'honneur à la conservation de cet animal bicolore, et cela semble porter ses fruits car il est passé récemment du statut d'espèce en danger à espèce vulnérable. En effet, on observe une augmentation de sa population à partir de la fin des années 80. Mais il a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête à cause de la réduction et la fragmentation de son habitat due aux activités humaines et au changement climatique. Donc bon, pas de quoi sauter de joie non plus, mais le risque de voir disparaître cette espèce charismatique et trop mignonne de la planète dans un futur proche peut expliquer pourquoi c'est tellement la fête quand on a une naissance. Mais attendez, on n'a pas entendu parler de naissance de chat doré africain, de squale chagrin de l'Atlantique ou d'MLS facipénis? Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est une espèce de menthe religieuse. Bref, on n'en entend pas parler. Pourtant, ce sont toutes des espèces vulnérables, comme le panda. Et il y a des milliers d'espèces vulnérables listées par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Alors, on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi on en fait tout un foin quand il y a un bébé panda qui naît ? Alors oui, les pandas qui sont dans les zoos en dehors de la Chine sont souvent prêtés par cette dernière et symbolisent une certaine entente diplomatique entre les pays, ce qui expliquerait le chahut médiatique autour des naissances. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler, non. C'est surtout parce que quand on en entend parler dans les médias, on a presque l'impression que la naissance d'un bébé panda relève du miracle. Et c'est le cas. Presque. Enfin, c'est le cas pour les naissances en captivité. Les pandas se trimballent une réputation de feignasses de la bête à deux dos, mais en fait non, dans la nature, tout va bien, ils ont une libido tout à fait honorable. Mais pendant la période des amours, qui s'étale généralement entre mi-mars et mi-mai, il y a beaucoup de paramètres comportementaux qui se mettent en place avant de concrétiser avec ces dames. Les pandas étant des animaux solitaires, les rencontres entre individus sont rares. Ils laissent des marques odorantes, de l'urine, des griffures sur les arbres pour marquer leur territoire, mais certaines de ces marques, en période de chaleur, peuvent aussi donner beaucoup d'informations, telles que l'âge, la disponibilité sexuelle, le sexe de celui ou celle qui l'a faite. En plus de cette communication olfactive, les pandas émettent des petits cris, source de beaucoup d'autres informations précieuses pour tout panda qui voudrait transmettre son patrimoine génétique. Tout cela relève d'une mécanique complexe qui, si dans la nature est bien rodée, est, vous vous en doutez, très difficile voire impossible à mettre en place en captivité. Donc, en gros, les pandas en captivité n'ont pas leur petite chasse au trésor excitante pour se reproduire, alors ils sont pas trop chauds pour aller s'accoupler. En plus de ça, une étude a démontré qu'un accouplement où les pandas choisissent leur partenaire aurait une plus grande chance d'aboutir à une naissance. Et dans un zoo, je crois pas qu'il y ait tant de choix que ça. Et encore, s'il y avait que ça comme difficulté, que nenni! Il faut savoir que la période de chaleur n'arrive qu'une seule fois par an et que la période de fécondité de la femelle ne dure que 2 à 3 jours grand maximum. Alors dans les zoos, les femelles sont surveillées de près. On leur fait régulièrement des analyses d'urine pendant la période des amours pour connaître le moment exact auquel l'accouplement aura le plus de chances d'aboutir à une naissance. Mais ce n'est pas suffisant, car il faut que monsieur soit dans les bonnes dispositions pour que cela arrive. Et c'est pas gagné. Alors les soigneurs doivent recourir à des mines d'inventivité pour faire naître la flamme. Ils déposent des odeurs de femelles sur les branches et si vraiment le mâle reste de marbre, on lui glisse un peu de Viagra dans sa nourriture. Mais même là, c'est pas gagné. Ils sont peut-être timides, qui sait. Ou que monsieur complexe parce que la nature n'a pas franchement été très généreuse avec lui. Non, je rigole. Il y a que les humains qui complexent sur la taille de leur engin. Vous inquiétez pas, messieurs. Le plus important, c'est de savoir s'en servir correctement. Et justement, les pandas mâles ont un petit organe reproducteur comparé à leur gabarit, et il n'y a qu'une seule position qui assure la pénétration suffisante pour espérer une fécondation. Mais quand on est un jeune mâle inexpérimenté, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors le centre d'élevage de Chengdu, en Chine, a trouvé la solution. Leur donner un exemple en leur diffusant des tutos vidéo. Oui, du porno pour pandas. Et apparemment, ça a l'air de marcher, selon l'agence de presse chinoise. Pour le zoo de Beauval, le mâle n'a pas su s'y prendre correctement et la reproduction naturelle n'a abouti à rien. Alors, avant que la période de fécondité de la femelle ne soit terminée, le zoo a eu recours à une insémination artificielle. Là, si la fécondation a bien eu lieu, commence un phénomène assez surprenant, la diapose embryonnaire, qui est une phase d'attente avant le début de la gestation.
Chez l'homme, la fécondation de l'ovule se fait dans la trompe de Fallope dans laquelle il se trouve. Puis, dans un laps de temps de quelques jours, va descendre dans l'utérus, où la fusion de l'ovule et du spermatozoïde, la cellule œuf, va venir se loger dans l'endomètre, le petit nid douillet dans lequel pourra se développer l'embryon. Dans le cas d'une diapause embryonnaire, cette dernière étape, qui s'appelle la nidation, ne se fait pas tout de suite, mettant en pause le développement embryonnaire jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, le début de la gestation sera retardé, permettant la naissance du petit dans des bonnes conditions environnementales par exemple. C'est un phénomène que l'on retrouve chez quasi tous les ursidés, les kangourous ou encore les chevreuils qui ont une diapause de près de 5 mois, sans quoi les petits naîtraient en plein hiver, ce qui n'est pas franchement un bon plan. Chez le panda, après la période de diapause d'environ 3 mois, la gestation commence. Mais ne crions pas victoire tout de suite, car même si la fécondation semble avoir été un succès, il est très difficile de savoir si c'est bien le cas. Car qu'elle attende un bébé ou non, la femelle panda a une montée en flèche de progestérone, une hormone caractéristique de la gestation. Elle montrera alors tous les signes d'une grossesse. Développement des glandes mammaires et de la vulve, elle s'alimentera moins, dormira plus et fabriquera une sorte de nid pour le petit. Pendant cette période, il est impossible de savoir s'il va bien y avoir un bébé panda à la clé, car si la fécondation n'a pas fonctionné, nous sommes dans un cas de pseudo-gestation qui leurre les soigneurs, mais aussi la femelle panda elle-même. Et cette période de flou peut durer de 3 à 6 semaines. Pour avoir la confirmation qu'il y a bien gestation, seule une échographie peut nous aider à en avoir le cœur net. Mais l'embryon est tellement petit que l'on n'arrive à le détecter que 3 semaines avant la naissance, et encore, des fois on n'y arrive qu'à la toute fin de la gestation qui dure en moyenne 137 jours. Enfin bref, tout a bien marché pour le zoo de Beauval et ils s'occupent bien de leur petite boule de poil née le 4 août et qui à l'heure où nous tournons cette vidéo ne pèse que 2 kg 239. Et ils peuvent en être fiers parce que même si on ne peut pas vraiment dire que la naissance d'un bébé panda en captivité relève du miracle, c'est quand même un sacré boulot et une bonne dose de chance. Si vous avez aimé cet épisode, le pouce en l'air est fortement apprécié. Et si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que l'on fasse dans un prochain épisode, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. À bientôt.